Bonjour tout le monde, vendredi 20 mars 2020, on est toujours en confinement, J4. Aujourd'hui je vais vous lire un roman de T. Ullman qui s'intitule en français « Mon ex, la mort et moi ». Attention, âme sensible qui n'aime pas l'humour au 3e degré, s'abstenir. Chapitre 1. On sonna à la porte, et ça sentait le café frais dans la cage d'escalier. Ça sentait rien du tout en fait, mais un ami m'a dit un jour que si jamais il écrivait un roman, il commencerait très précisément par cette phrase. On sonna à la porte, et ça sentait le café frais dans la cage d'escalier. Parce que je ne sais quel jury avait sacré meilleur début de roman de tous les temps cet extrait. Isebil reprit du sel. Il disait que si c'était vrai, il serait tellement au-dessus de tout le monde avec son « on sonna à la porte et ça sentait le café frais dans la cage d'escalier » que le reste du roman n'aurait aucune importance. On sonna à la porte, et je n'avais pas encore la moindre idée de ce que ça sentait dans la cage d'escalier, car on le sent seulement quand on ouvre la porte. Il n'arrivait jamais que j'ouvre la porte en réalité. C'était d'abord parce que presque personne ne sonnait chez moi, et ensuite parce que, après le retentissement de la sonnette, je réfléchissais aussitôt à qui pouvait bien sonner justement chez moi et pour quelles raisons je n'ouvrais pas. Il y avait différentes possibilités pour lesquelles on pouvait sonner chez moi. A. Un ami passait me voir à l'improviste. Analyse. Personne de plus de 38 ans ne vient voir quelqu'un comme ça à l'improviste. J'avoue, on dirait que l'appartement vient de subir une perquisition, mais ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est bien que tu sois passé dans le coin. Bien sûr, entre donc. Personne ne dit ça. B. Bonjour, on vient relever vos compteurs. Analyse. J'ai tout organisé sur mes comptes pour que plus personne n'ait à venir chez moi. J'ai choisi le prélèvement, et quand c'est trop haut, ça m'est égal parce que le principal, c'est que personne ne sonne. On sonnait, et dans l'espoir que ça puisse sentir le café frais dans la cage d'escalier, je marchais vers la porte, je me réjouis à l'idée de bientôt ouvrir cette porte, je me réjouis de cette joie, je tournais la clé dans la serrure et je me rappelais qu'on pouvait autrefois différencier les membres de la famille au seul cliquetis des clés. Je me rappelais la manière qu'avait mon père de frapper sa tête de rasoir sur le lavabo pour la nettoyer après un rasage à sec, 3 fois. Tac, 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 ce bruit que j'entendais dans mon lit d'enfant, et qui était le signal pour dire que mon père allait bientôt venir pour m'emmener par la main à la salle de bain, alors que je tentais en vain, pendant 6 ans, de cacher mon érection matinale. Au bout de 6 ans, j'avais fini par aller seule dans la salle de bain, sans avoir entendu une seule fois mon père dire avec son accent d'Allemagne du Nord « C'est normal », ce qui m'aurait valu des douzaines de mois de honte. Je pensais que les sonnettes de porte étaient belles comme des orchestres avant, et qu'il n'y avait plus maintenant que 2 sortes de sonneries. Du-du-du et du-du-du. Et je pensais juste aux conneries habituelles auxquelles on pense quand on ouvre une porte. On sonnait à la porte. Je tournai la clé dans la serrure et la porte grinça en s'ouvrant, et je me rappelai la fois où les témoins de Jéhovah avaient vraiment sonné à ma porte. Ils étaient 3 et avaient moins de 28 ans et n'étaient pas maquillés et plutôt jolis et du genre féminin. Elle. Bonjour, nous faisons le tour du voisinage et cherchons des gens qui croient en Dieu. Moi. Lequel? Elle. Eh bien, Jésus est Dieu. La précision était relativement importante quand on sait que j'habitais un quartier où les gens croyaient en Allah, soit ils ne croyaient en rien du tout parce qu'ils étaient nés après 1971. Les femmes devant ma porte avaient l'air très branchées religion. Moi. Je crois pas vraiment en Dieu. Elle. Dommage. Moi. Oui, je trouve aussi. Elle. Et pourquoi? Moi. J'ai cru en Dieu après ma confirmation. Un camarade de classe avait eu le cancer. J'ai prié pour qu'il survive. Il est mort. Je n'ai plus cru en Dieu. Elle. Dieu rappelle d'abord à lui ceux qu'il aime. Moi. Dans ce cas, Dieu aime sacrément la zone du Sahel. Elle. Vous lisez la Bible? Moi. Seulement les passages violents et les rapports incestueux dans l'Ancien Testament. À quelle église appartenez-vous au fait? Elle. Aux témoins de Jéhovah. Moi. Non, vous en êtes? Elle. Oui. Moi. Je trouve ça bien que vous veniez dans le quartier, c'est plutôt dur pour vous, non? Elle. Oui. Moi. Malheureusement, je ne suis pas le bon interlocuteur pour vous, mais je vous souhaite bon courage, vraiment.
Je le dis dans un esprit tout à fait huguenot. Dieu aime ceux qui travaillent durement la terre. Elle. Vous ne seriez pas en train de vous foutre de nous? Moi. Oh, je le pense sérieusement. Si même les témoins de Jéhovah croient à l'ironie, c'est que le monde court vraiment à sa perte. Je peux vous accompagner alors? Elle. Vous priez au moins de temps en temps? Moi. Seulement pour le foot. Elle. Je crois que ça ne suffit pas. Moi. Vous croyez, hein? Elle. Pourrons-nous repasser un jour? Moi. Je crois que ça ne mènera à rien. Mais je trouve ça super ce que vous faites. Elle. Ok, alors à bientôt. Moi. Oui, à bientôt. Je fermai la porte, très heureux de ma première conversation sérieuse depuis des semaines. J'écoutais leur voix dans la cage d'escalier, et je fus tout à coup d'une humeur excellente. Chapitre 3. J'ouvris la porte donnant sur ma cage d'escalier. Ça sentait le café frais. Face à moi se tenait un homme qui avait l'air d'avoir ma taille, qui avait l'air d'avoir à peu près le même âge que moi, et qui avait un certain air de ressemblance avec moi. La plus belle chose que j'ai jamais entendue sur mon apparence, c'est que j'étais un mélange entre Brad Pitt, Abe Keckerling et un joueur de foot de seconde zone. Moi. Bonjour, je peux vous aider? Derrière moi, il n'y avait aucun paquet que j'aurais accepté au nom d'un autre locataire de mon immeuble. Lui. Bonjour. En réalité, vous ne pouvez pas du tout m'aider. Je suis la mort, et vous devez venir avec moi, maintenant. Moi. Alors attendez un instant, je fais juste mon sac rapidement et j'arrive. L'homme leva les yeux au ciel, me regarda et dit « Ah ! Un comique. Merveilleux. Je ne l'avais jamais entendu celle-là. Il vous reste encore 3 minutes pour réfléchir à tout. Si jamais vous appelez quelqu'un ou si vous criez, vous mourrez tout de suite. » De toutes les choses tordues que j'avais jamais entendues ou vécues, celle-ci était probablement une des plus tordues. Autre chose tordue que j'avais entendue. 1. J'ai connu quelqu'un qui avait eu, il y a bien longtemps, une Ford Fiesta 1. Et un garagiste lui avait un jour glissé à l'oreille qu'une Fiesta sur 10 avait en réalité la même serrure. C'est pourquoi il avait toujours sur lui une compilation de ses chansons favorites. Il essayait sa clé sur toutes les Fiesta 1 pour voir si elles fonctionnaient, et quand c'était le cas, il déposait sa cassette dans la voiture et écrivait sur l'étiquette autocollante « Best of de Timo » et sur l'autre face « Profitez bien ». Pendant sa première virée, après avoir obtenu le permis, un autre de mes amis avait renversé un chat, et il pouvait voir dans le rétroviseur le chat continuer à courir en direction d'une ferme au bord de la route. Il se gara, entra dans la cour et vit le chat allongé sur le sol qui respirait difficilement. Le fermier se tenait à côté de lui. Mon ami lui dit « Je suis désolé, je crois que je viens de rouler sur votre chat. » « Ce n'est pas grave, dit le fermier, on en a assez comme ça. » Il prit une bêche et frappa à 2 reprises la nuque du chat avec la tranche. 3. J'étais debout dans un métro plein de mauvaise humeur et de gens, j'avais un léger rhume que j'avais envie de renifler, un filet clair et net, juste assez pour qu'on en vienne à espérer que les autres passagers ne remarquent pas le bout de mon nez qui brille. Un junkie me tendit un mouchoir, me sourit et me dit « Bon rétablissement ». Chapitre 4. Comme la plupart des gens, j'avais un rapport tendu avec la mort. Mais j'avais peut-être un rapport encore plus tendu avec les gens qui essayaient de se rendre inoubliables émotionnellement en laissant un souvenir négatif. Un jour, j'étais à un mariage et une fille que je ne connaissais pas dit à la mariée « Cette robe ne te va absolument pas ». La mariée était magnifique et par ailleurs, l'apparence n'a aucune importance le jour des noces. Tout est formidable à un mariage. La nourriture, les invités, le plan de table, les cadeaux, les discours, les jeux, tout. C'est comme quand il y a du foot. C'est déjà formidable qu'il y ait du foot. Pour le reste, on verra plus tard. Elle dit « La robe ne te va pas du tout. » Et puis elle se justifia en disant « Oh, je suis honnête, hein, c'est tout. » La plus surestimée de toutes les vertus. Mais elle voulait simplement s'assurer un moment d'éternité dans la vie des autres, et elle se délectait à l'idée que les mariés puissent encore se dire dans 50 ans, s'ils étaient toujours ensemble, « Tu te rappelles ce qu'elle a dit sur ma robe ce jour-là » Je fermai la porte et laissai le salopard qui allait me taper sur les nerfs là où ça sentait le café frais. J'allai dans la salle de bain pour faire pipi, j'ouvris mon pantalon et je pensais au mariage et à la tristesse fondamentale qui avait dû s'abattre sur la mariée à cause de cette phrase sur sa robe et je me dis qu'il fallait être sacrément cinglé pour sonner chez les gens qu'on ne connaît pas pour leur dire qu'on est la mort. « Surtout, n'ayez pas peur, » dit l'homme, qui à l'instant encore se tenait devant ma porte et qui était maintenant assis sur le rebord de ma baignoire alors que j'étais sur le point de faire pipi. Quand on vit quelque chose de vraiment étrange, on reste étrangement calme. Au début de ma carrière, dans les soins gériatriques, j'avais été aide-soignant mobile
pour personnes âgées pendant 6 mois pour financer mon style de vie modeste. Et c'est à cette occasion que j'avais vu pour la première fois une femme morte. Quand elle était encore en vie, elle était très gentille et aveugle, et elle fumait des cigarettes sans S de chez Lidl qu'elle allumait au milieu, ou côté filtre, à cause de sa maladie de Parkinson avancée et de sa vision défaillante. La moquette de son appartement était tellement constellée de traces de brûlures qu'on aurait dit que le Vésuve était entré en éruption juste à côté. Et un jour, je suis entrée dans l'appartement et cette femme était morte. Je n'étais pas effrayée, je n'étais pas apeurée. J'étais tout bêtement entrée le premier dans un appartement où régnait un calme fondamental. C'était comme un rendez-vous amoureux auquel on arrivait un peu tard. On était triste que l'autre soit déjà parti, mais au moins on avait eu un rendez-vous. Je remontai ma fermeture éclair et j'observai l'homme qui à l'instant encore se tenait devant ma porte. Lui. « C'est joli chez vous. » Moi. « Oh, la mort a de l'humour. Ça va, je ne savais pas. » Lui. « Vous ne comprenez pas. » Moi. « La mort me vouvoie, c'est vraiment de mieux en mieux. Un des chefs de l'univers me vouvoie. » Lui. « Il faut d'abord se vouvoyer pour mieux se tutoyer. » Moi. « La mort a de l'humour. » Ok, quand on y réfléchit, on aurait presque pu le deviner tout seul. Et qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de joli dans mon appartement? Lui. L'abondance de pensées, les sombres et les gais. Moi. Je ne pense pas, ça fait des années que je n'ai plus pensé. Lui. C'est ce que vous pensez. Moi. La mort a de l'humour, me vouvoie et en sait plus sur mon cerveau que moi. Si maintenant, à cet instant précis où je peux vivre ça, je jouais au loto, je suis sûre que j'aurais les 6 bons numéros. Lui. Oui, vous les auriez, mais ça n'aurait pas très grande importance non plus, puisque vous devez partir dans 3 minutes. En fin de compte, on se trouve dans un espace... rien d'important. Moi. Un espace rien d'important? Vous avez des formules marketing en plus? Lui. Oui, c'est moi qui imaginais ça. Pas mal, non? Autrement, les gens ne comprennent pas. Si quelqu'un sur le point de mourir formule un souhait dont les chances de réalisation en temps normal s'inscrivent dans un pourcentage très faible, eh bien, c'est possible maintenant. Ça ne change pas grand-chose pour tout le monde, non? Après tout, nous sommes morts dans 3 minutes. Moi. Nous sommes morts dans 3 minutes? Lui. Oui, enfin, moi je le suis tout le temps et tu viens avec moi. Moi. Ok, je veux 1 million. La mort leva encore une fois les yeux au ciel. Lui. Il y a tellement de belles choses sur Terre comme des molécules, et un imbécile sur 4 réclame 1 million. Moi. Ben oui. Lui. Quoi, ben oui? Moi. Ben oui, qu'est-ce qu'on peut bien souhaiter d'autre? Lui. Ah, ces réflexions sur les dernières volontés qu'on ne peut de toute façon pas partager avec les autres, ça me déprime complètement. Ça me déprime encore plus que tout ce cirque d'aller chercher les gens. Moi. Charmant, sarcastique, plein d'humour, ironique, dépressif, et il me ressemble presque tout à fait. Tout ce que la mort n'est pas tout de même, on se le demande. Lui. Oh là là, cette histoire d'apparence, je n'y peux rien du tout, je ressemble toujours un peu aux gens que je viens chercher. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi. Je n'en ai pas la moindre foutue idée. Lui. Tu sais ce qu'il y a de bien chez vous les humains? Moi. Pour être honnête, j'y ai beaucoup réfléchi ces 10 dernières années et je ne suis pas vraiment arrivée à une conclusion. Lui. Je croyais que tu ne pensais pas. Peu importe. Tu sais ce qu'il y a de bien chez vous? C'est que vous pouvez jurer. Moi. Tu ne peux pas jurer? Mais n'importe qui peut le faire. C'est jamais qu'une suite de mots qui ne sont pas écrits dans le dictionnaire. Lui. Oui, mais ça ne veut rien dire pour moi. Moi. Se cogner le petit doigt de pied dans le noir et dire des gros mots. Lui. Non. Moi. But d'égalisation à la 89e minute? Non. Moi. Dire merde quand on voit une femme nue pour la première fois et qu'on n'arrive pas à croire à quel point elle est belle? Lui. Mon rapport aux femmes et aux hommes de manière générale est plutôt compliqué. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi. On écoute le Requiem de Mozart? Au moins, ça dure plus longtemps que 3 minutes. Lui. Ah, je ne connaissais pas encore celui-là. Mais je n'écoute pas de musique classique. La musique classique me rend triste et ça demande du temps. Moi. Et tu as seulement 3 minutes à chaque fois. Lui. Exact. Moi. On peut éclaircir une question fondamentale? Lui. J'adore les discussions de fond. Moi. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Oh, ça? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Tu es sérieux? Ça vaut presque la réponse à la question que j'ai posée un jour à une fille. Est-ce que tu m'aimes? Et elle a dit, je ne sais pas.
Allons bon Dieu, la mort est là. Elle arrive à faire apparaître 1 million comme ça, et affirme qu'il ne me reste plus que 3 minutes à vivre, mais elle ne sait pas ce qui nous attend au bout. La vie au milieu, entre l'ici et l'après, est franchement plus chiante que tout. Lui. J'aide juste à faire passer les gens. Je suis comme un chauffeur de taxi qui emmène quelqu'un au bordel. Et quand tu demandes qu'est-ce qu'il y a derrière la porte, le chauffeur de taxi ne peut rien dire. Il peut espérer ou supposer, mais il ne sait rien du tout. Moi. La mort n'écoute pas de musique classique et fait des analogies avec un bordel. Ah ben je suis heureux de pouvoir vivre ça. Lui. Que tu puisses vivre ça. C'est un peu drôle quand on connaît les circonstances et le temps qu'il nous reste. Qu'est-ce que tu voudrais faire à présent? Moi. Je voudrais ne plus rien faire. Je voudrais avoir la paix. Je voudrais simplement avoir la paix. Tu sais, ma mère m'a appelée il y a pas longtemps. Elle était sur cette île où elle va sans arrêt. Comment ça s'appelle déjà Juste. Elle m'a appelée de Juste. Et chaque fois qu'elle m'appelle de là-bas, elle va d'abord sur la plage, puis elle me dit « Hé, devine un peu d'où je suis !» Et chaque fois, l'air de « Just can't get enough » me trotte dans la tête, et je me dis que ça ferait vraiment un bon slogan pour Juste. Et puis j'aimerais le leur proposer, et puis malheureusement, je n'ai pas le numéro de l'office de tourisme de Juste. Et même si je l'avais, je serais au téléphone avec un type qui dirait « Non, je pense que le slogan « Juste, la grande perle de la chaîne des îles de Frise orientale » est mieux que « I just can't get enough ». Et puis j'y réfléchis et plus ça m'énerve. Et je ne sais pas pourquoi, et ça m'énerve encore plus. Et puis j'entends la voix de ma mère sur la plage, et elle a ce ton qui ne dit rien d'autre que « Quand tu as faim dans la vie, il te suffit d'un téléphone pour appeler ton fils et de la plage d'une foutue île pour ressentir le calme. » Et je n'ai jamais eu faim.